minute 37. 1 minute 37. Toujours ça. Je fais une introduction très rapide d'1 minute, après je passe la parole à chacun. Donc, attention, ça commence. Comme vous le savez, c'est la 14e manifestation à l'appel de l'intersyndicale. Chaque fois, vous le savez aussi, il y a eu 1 à 3 millions de personnes dans la rue. C'est donc le plus grand mouvement social depuis des dizaines d'années. L'intersyndicale est forte et unie depuis le départ. La NUPES aussi est unie dans cette bataille. C'est le sens de cette conférence de presse. Et nous sommes toujours autant déterminés dans la NUPES, avec aussi ces 9 travailleurs sur 10 qui sont opposés à la réforme, la totalité des syndicats de salariés et sans doute la majorité des députés, parce que ce que nous dénonçons aussi, évidemment, c'est l'étouffement de la démocratie parlementaire. En tout cas, nous allons nous battre jusqu'au bout pour faire tomber cette réforme des retraites. Je passe maintenant la parole à Mathilde Panot pour la France Insoumise, André Chassaigne pour le Parti communiste, Marine Tondelier pour ELV et Olivier Faure pour le Parti socialiste. Donc bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'aujourd'hui tout le monde comprend qu'il y a quelque chose de pourri dans la Macronie. Quand vous voyez que depuis 5 mois, des millions de personnes manifestent et que le pouvoir macroniste décide que la rue et la démocratie sociale ne comptent plus dans ce pays. Quand vous voyez que l'Assemblée nationale allait voter contre la retraite à 64 ans et qu'encore aujourd'hui, des magouilles sont organisées pour essayer d'empêcher le vote de jeudi, ce qui n'est pas dit. Et je le signale juste en passant, mais la Macronie vient de commencer avec 2 défaites cinglantes le début de la semaine, puisque la loi de règlement de 2021 et de 2022 ont hier été rejetées par l'Assemblée nationale, et donc que la Macronie à la fois dans l'Assemblée et dans la rue est aujourd'hui minoritaire, et j'espère bien que aujourd'hui nous leur infligerons une autre défaite, et encore jeudi. Donc quand vous avez une Assemblée nationale qui elle aussi est bafouée dans ses droits, jusqu'à la semaine dernière, met en cause l'initiative parlementaire avec notamment l'article 40, avec Éric Coquerel qui a tenu son rôle de manière magnifique pour réaffirmer que non, il y avait encore des propositions de loi possibles à l'initiative parlementaire dans ce pays. Ou que la Macronie, sous pression de l'exécutif, essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus de droit d'amendement pour les parlementaires. Alors nous sommes dans une situation où un homme seul pense, encore après 5 mois, qu'il peut décider seul contre tout un peuple. Je le dis solennellement à Emmanuel Macron et à son gouvernement, qu'il ne croit pas que la colère va disparaître, que les Français sont démobilisés ou même qu'il sortira victorieux de cette guerre d'usure. Je le dis ici, tôt ou tard, l'heure viendra où cette réforme des retraites sera abrogée. Nous l'espérons jeudi, si la présidente de l'Assemblée nationale ne cède pas à toutes les pressions qui sont faites et va, pour la première fois de l'histoire de la Ve République, de décider de ne pas rétablir l'amendement de rétablissement de l'article 1er en utilisant l'article 40 de manière complètement infondée. Elle ne peut pas ainsi abaisser l'Assemblée nationale. Et je le dis comme une alerte. Beaucoup de monde regarderont l'Assemblée nationale ce jeudi, quand vous avez 71% des Français qui veulent que notre proposition de loi dans le cadre de la niche Lyotte puisse être votée. Alors la présidente de l'Assemblée doit écouter cela et redire que dans notre pays, la démocratie ne se négocie pas. Tôt ou tard, cette réforme des retraites tombera. Le plus tôt sera le mieux parce qu'Emmanuel Macron a mis le pays dans une impasse qui est insupportable et que la colère, et nous avions prévenu, a largement dépassé les 2 ans de vie volée aux Français et s'étend maintenant à tous les champs, notamment le champ démocratique et à l'ensemble de la politique d'Emmanuel Macron, dont le peuple français n'espère qu'une chose, pouvoir en tourner la page le plus vite possible. Je voudrais, en ce qui me concerne, insister sur 2 points. Le premier, bien sûr, c'est l'objet de la manifestation d'aujourd'hui. C'est notre volonté de faire en sorte que ce projet de loi soit retiré, parce que c'est ça, même s'il a pu être promulgué, que des décrets d'application ont été pris, il ne faut pas baisser les armes, il faut continuer à se battre contre un projet de loi, contre une loi régressive, rétrograde, réactionnaire, impopulaire,
minoritaires dans le pays, ça doit être notre premier combat sans lâcher. Et l'ensemble des organisations et des groupes de la NUPS sont sur cette posture. Le deuxième point, c'est la gravité de la situation au niveau parlementaire. Depuis plusieurs mois maintenant, on est véritablement dans une situation où on réduit le pouvoir législatif à rien du tout ou à peu de choses, où la séparation des pouvoirs, qui devrait être le fondement de notre République, est quotidiennement bafouée. Et j'attire l'attention sur le fait que des décisions qui sont prises aujourd'hui au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale, ces décisions sont prises à l'opposé de la pratique et la pratique des décennies, y compris sous la Ve République, que les groupes minoritaires, notamment par les niches parlementaires, puissent au moins exercer une journée par an la possibilité d'amener en débat et de faire adopter des textes législatifs. Aujourd'hui, c'est remis en cause. Mais là où c'est encore plus grave, c'est qu'en étant remis en cause, que ce soit dans le fonctionnement des commissions ou dans le fait de considérer comme recevable tel ou tel amendement ou telle proposition de loi, ce qui est extrêmement grave, c'est que ça crée un précédent, c'est que ça rentre dans la jurisprudence de l'Assemblée nationale, c'est que demain, on pourrait avoir un pouvoir encore plus autoritaire que celui que l'on a, et il est autoritaire, qui sera en mesure de s'appuyer sur ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, sur les pratiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui, qui vont être considérées comme étant des pratiques acceptables et qui donc pourront être utilisées demain par ceux qui voudront écraser la démocratie, parce que je crois qu'aujourd'hui, on vit une démocrature, et cette démocrature peut demain ouvrir à une dictature. J'attends que André alors c'est très envie. Alors, premièrement, je suis très contente de vous voir tous. Vous dire qu'on est dans un moment qui est grave, parce que dans une démocratie, on peut discuter social, environnement, on peut être d'accord ou pas sur des sujets, mais il y a un truc qui compte, c'est l'état de droit et la qualité de notre débat démocratique. Et ce qui se passe aujourd'hui, moi j'ai laissé intervenir d'abord les présidents de groupes parlementaires parce que c'est vous qui vivez. Moi je ne suis pas parlementaire, vous le savez, mais ce à quoi j'assiste de l'extérieur me préoccupe énormément. Premièrement, je pense souvent à vous et vous faites un travail, c'est lui qui doit parler longtemps. Je pense souvent à vous et vous faites un travail qui est remarquable et je sais qu'il doit être difficile parce qu'en fait, quand on veut aller siéger à l'Assemblée nationale, c'est pas pour ça. C'est pas pour se battre sur des trucs de procédure et d'article 40, c'est pour débattre du fond. Et depuis le début, tout est fait pour qu'on ne débatte le moins possible du fond et le plus possible de procédure. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est jamais bien de jouer avec les règles du jeu au fur et à mesure que la partie avance et selon ce qui vous arrange ou pas. De base, faut pas faire ça, même au Monopoly. Mais quand vous êtes par ailleurs chef de l'exécutif ou présidente de l'Assemblée nationale, bah en fait c'est encore plus grave parce que c'est notre démocratie à nous toutes et tous qui est en jeu, donc moi ça m'inquiète énormément. Cela étant dit, j'ai été beaucoup critiquée au tout début de cette séquence retraite pour avoir utilisé le mot ZAD pour zone à défendre démocratique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? On peut se dire que, en fait, eux ils disent on a gagné, c'est fini. Ils n'ont pas gagné, on n'a pas perdu. On n'a pas non plus gagné, ils n'ont pas non plus perdu. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On est exactement là dans le moment qu'on peut appeler une ZAD. C'est-à-dire que personne n'a gagné, personne n'a perdu, tout le monde tient. Ils ont gagné peut-être des batailles, nous aussi, des batailles culturelles, des batailles d'éléments sur les 1 200 €, sur pourquoi vous voulez prendre à tout le monde 2 ans, mais pourquoi on ne va pas regarder d'autres personnes qui peut-être peuvent aussi contribuer à l'effort. On a mené des batailles, on a aussi gagné des batailles. Et aujourd'hui, ça continue. Tant que cette loi n'est pas en vigueur, personne n'a gagné et personne n'a perdu. Et comptez sur notre détermination. Vous voyez là les discours qui s'enchaînent. On est toutes et tous d'accord, on est toutes et tous déterminés et on ne lâchera pas, puisque tant que cette loi n'est pas en vigueur, personne n'a gagné, personne n'a perdu, et en tout cas, nous, on continue. Monsieur Faux. Et Bob Marley. Les écolos n'aiment pas le Parti socialiste. Bon, le président...
promets, c'est pas les Verts. Pas les Verts, d'accord. Ah oui, mais c'est les Verts, excuse-moi. J'ai fait un message. C'est les Verts. C'est le sabotage. Le sabotage. Oui, bien sûr. Les partenaires fiables, les Verts. À voir si Marine a l'autorité sur le camion. Est-ce que c'est Roderick sur le... Moi, j'y vais quand même. On entend là ou pas? Ça suffit. Ça va. Bon, le président s'était engagé à 100 jours pour parvenir à l'apaisement. L'évidence, c'est que l'objectif ne sera pas atteint. C'est tout l'inverse. Il a un pays qui est plus fracturé que jamais. Et l'évidence, c'est que les Français, en dépit des efforts très réels du président de la République pour essayer de passer à une autre séquence, en multipliant les effets d'annonce, sans pour autant d'ailleurs qu'ils soient souvent suivis des faits réels, eh bien, il y a une volonté pour l'ensemble des Français, ou pour une immense majorité de Français, d'en rester à la question des retraites et de considérer que non, ça ne passe pas. La question est même passée d'une question sociale, et purement sociale, à une question démocratique, ça a été dit avant moi. On est passé d'un débat qui était exclusivement sur les retraites à un débat sur la conception que nous nous faisons de la démocratie. Avec un président de la République qui a poussé jusqu'à ses extrémités les défauts de la Ve République. Il n'en respecte même plus l'esprit. Je vous rappelle que le général de Gaulle avait certes mis en place une constitution qui donne beaucoup de pouvoir à l'exécutif et qui permet ce parlementarisme rationalisé, mais il l'avait pondéré lui-même par cette volonté de ne jamais confronter légalité et légitimité. Et je vous rappelle à ce titre qu'il avait lui-même démissionné après un référendum perdu et qu'il avait considéré qu'à un moment, même si la Constitution l'autorisait à prolonger son séjour à l'Élysée, il n'était plus en mesure de le faire parce qu'il avait perdu la légitimité nécessaire pour pouvoir assumer sa fonction. Avec Emmanuel Macron, c'est très différent. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les oppositions qui lui font face, il a décidé d'une seule chose, c'est de plier ce pays à sa seule volonté. Et donc, nous allons encore une fois, jeudi prochain, nous lancer dans une nouvelle bataille, faire en sorte de faire respecter le Parlement, qui est quand même le cœur battant de la démocratie et qui ne peut pas être méprisé comme il l'est. Et je trouve remarquable que des élus Renaissance, Modem, Horizon soient capables de se faire harakiri en chantant. Parce que quand même, avoir été élu parlementaire pour pouvoir applaudir au 49.3, applaudir à l'article 47.1, applaudir à l'article 40, c'est tout simplement se faire harakiri. Et malheureusement, je vois que ces parlementaires-là ont un honneur et un rapport à leur propre mandat qui est assez remarquable. Donc nous allons nous battre jusqu'au bout. Et nous continuerons même au-delà. Ça a été dit là aussi avant moi, ce combat ne s'interrompra pas, ne serait-ce que parce qu'il y aura d'autres échéances, des échéances démocratiques, et que les Français auront la possibilité, dès les prochains scrutins, de rappeler au chef de l'État qu'il ne partage pas son avis. Et donc rendez-vous aussi dans les urnes. Rendez-vous aussi dans les urnes pour rappeler à ce pouvoir qu'il est un pouvoir minoritaire et qu'il n'a absolument aucune capacité à enclencher réforme après réforme des régressions. Parce que nous avons commencé avec l'assurance chômage dans ce quinquennat. Nous avons continué avec la réforme des retraites. Demain, c'est le RSA qui est visé. On voit bien qu'il n'y a aucune limite à ce pouvoir qui, en réalité, fait ce que tous les libéraux ont espéré faire depuis des décennies et qui n'avaient pas été jusqu'ici assez, courageux de leur point de vue pour le faire. Donc nous allons nous battre. Nous allons nous battre avec cette assurance de ceux qui se savent soutenus par la population française. Certes, nous avons encore des progrès à faire pour devenir majoritaires, mais ce que vous voyez aujourd'hui et depuis 5 mois est quand même la traduction d'une volonté commune. Certes, nous avons des différends, certes, nous pouvons parfois nous engueuler, mais la réalité, c'est qu'il y a une gauche unie, rassemblée, qui continue à se battre ensemble et qui partage l'essentiel. Et c'est aussi l'un des messages de cette journée. La gauche politique, la gauche syndicale, elle est là, elle est bien présente et elle ne s'arrêtera pas, elle ne s'interrompra pas. Et vous verrez, vous serez surpris plus vite que nécessaire. Benjamin Lucas pour Génération, puis après Oui, rapidement. Jeudi, c'est ce qu'on appelle une journée de niche parlementaire. Les macronistes ont décidé d'en faire une journée de mise à la niche du Parlement et finalement de la démocratie et des Françaises et des Français. Ce qui se joue ce jeudi 8 juin, c'est plus que la question déjà importante de l'âge de départ à la retraite, c'est notre dignité démocratique, puisque cette réforme, elle a été imposée aux Français sans aucun consentement traditionnellement admis dans une démocratie. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis 2 siècles en République. Ni le consentement populaire, puisqu'Emmanuel Macron n'a été élu que pour faire barrage à Madame Le Pen, pas le consentement
du Parlement, puisque nous n'avons jamais eu l'occasion de voter sur cette réforme des retraites. C'est ce que nous proposons d'ailleurs de faire jeudi, ni sans l'accord d'aucune organisation syndicale. Et je veux à nouveau rendre hommage à celles et ceux qui nous ont convoqués aujourd'hui, l'intersyndicale unie qui montre depuis des mois le beau visage de la démocratie sociale dans notre pays, le beau visage de la lutte pour les droits sociaux, pour notre dignité collective. Voilà, donc il se joue cette question démocratique-là, et nous prendrons évidemment toute notre part dans ces batailles aujourd'hui dans la rue, jeudi au Parlement, parce que nous croyons qu'on ne peut pas voler aux Françaises et aux Français 2 années de repos, 2 années de bonheur, 2 années de vie de cette façon-là, et que nous défendons évidemment avec eux leurs droits sociaux, leur droit à la retraite et le respect de leur Parlement, qui n'est pas simplement le respect des parlementaires en tant qu'individus, mais qui est le respect de la parole populaire. S'il n'y a pas eu de vote sur cette réforme, c'est parce que le gouvernement sait qu'il est minoritaire à l'Assemblée nationale sur la retraite à 64 ans. C'est parce qu'il sait qu'il est minoritaire qu'il use aujourd'hui d'artifices qui ressemblent à un coup d'État institutionnel. Je le dis très calmement, le recours à l'article 40 qui est du jamais vu dans une niche parlementaire pour empêcher qu'il y ait le débat et le vote, c'est aujourd'hui une vraie forfaiture démocratique, et je crois que les Françaises et les Français avec nous l'ont bien compris. Concrètement, il vous reste quoi concrètement comme outil pour lutter contre cette réforme de retraite au niveau à l'Assemblée nationale? Alors déjà, j'entends, je veux déjà répondre à un point, parce que j'entends qu'un peu partout, on répète des éléments de langage du gouvernement pour dire que nous sommes en train de faire le dernier round de cette bataille des retraites, qu'en quelque sorte ça serait fini, qu'il n'y aurait plus beaucoup de monde dans la rue. Et je rappelle que ça fait 5 mois exactement qu'on nous répète toutes les semaines la même chose, c'est-à-dire que le mouvement s'essouffle, qu'il va s'arrêter, et ce n'est jamais ce qui s'est déroulé. Par ailleurs, je redis aux macronistes que si certaines personnes ne peuvent pas venir aujourd'hui, vous avez vu l'étude de la semaine dernière qui montre qu'un Français sur 3 se retrouve avec moins de 100 € de reste à vivre le 10 du mois, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec la réforme des retraites et avec la retraite à 64 ans. Et quand je vois les chiffres, 71% des gens qui veulent que notre proposition de loi dans le cadre de la niche Lyotte puisse être votée, 55% qui souhaitent que ce mouvement se continue, nous continuerons dans tous les cas, et c'est une promesse que nous faisons. Alors, la première chose, c'est quand même que jeudi, on a une occasion avec une proposition de loi. On a déposé avec les 5 groupes, les 4 groupes de la NUPES et le groupe de Lyotte, un amendement de rétablissement de l'article 1er. Et là encore, j'insiste sur cette question, on a vérifié, Éric Coquerel a vérifié, il n'y a aucun précédent, ni une proposition de loi qui aurait été jugée recevable et qui, lorsqu'on rétablit un article, serait du coup jugée irrecevable au même titre que cet article 40, alors que par 2 fois, cette proposition de loi a été jugée recevable. Donc ça serait déjà un coup de force incroyable si la présidente de l'Assemblée décide de prendre cette voie-là. Ensuite, nous avons déposé toutes et tous plusieurs rédactions qui sont des rédactions alternatives et qui pourraient, elles aussi, nous permettre d'avoir un vote ce jeudi. Donc d'abord, nous menons le combat de jeudi. Ensuite, nous avons beaucoup de moments où nous pouvons recommencer avec cette réforme des retraites, nos niches parlementaires par exemple, le projet de loi de financement de la sécurité sociale et beaucoup d'autres aspects, mais il y a d'abord quelque chose qui se joue jeudi, qui n'est absolument pas gagné et qui met en quelque sorte les macronistes en panique. Sinon, ils ne seraient pas obligés d'utiliser des choses contre le droit d'amendement, contre l'initiative parlementaire avec l'article 40. C'est quand même un aveu de faiblesse de leur part qui est immense. Donc d'abord, nous commençons par jeudi, où l'ensemble de la NUPES sera là, sera présente, et nous espérons bien que nous allons faire en sorte de pouvoir voter. Et si nous votons, je vous le dis, et ils le savent, nous allons gagner. Est-ce qu'une motion de censure est dans les tuyaux? S'ils utilisent l'article 40, en tout cas pour nous, évidemment, il faudra avoir une motion de censure. Vous ne pouvez pas expliquer d'un côté qu'il y a une attaque sans précédent des droits du Parlement et ne pas avoir de motion. Donc je pense que oui, il y aura une motion. Après, on prend les choses dans l'ordre dont elles se présentent. Et en tout cas, enfin, je veux vraiment vous alerter sur un point, mais on est dans un moment où on ne cesse de répéter que c'est du jamais vu dans la 5e République. On avait déjà vu l'article 49.3 utilisé, on avait déjà vu l'article 47.1 utilisé, mais jamais conjointement le 49.3, le 47.1, le 44.2, le 44.3, maintenant l'article 40. Et c'est du jamais vu. Donc il faut se rendre compte du franchissement de seuil qu'on est en train de faire.
et réagir en conséquence. Et je crois que une des raisons pour lesquelles les attaques sur la NUPES sont si fortes, c'est parce que nous sommes une alternative politique aux macronistes et nous comptons bien redire aujourd'hui que nous avons gagné une victoire. Et cette victoire, c'est celle de la retraite à 60 ans et de la nécessité d'une 6e République. Parce que tout le monde comprend qu'une 5e République dans laquelle le président de la République peut décider seul contre tout un peuple est un problème qui nous met toutes et tous dans une impasse incroyable. En dehors de l'Assemblée, Laurent Berger dit que le match est en train de se terminer. Est-ce que Coco, enfin, du coup, ce match que même Laurent Berger estime... Après 5 mois, vous pouvez comprendre qu'il y a des formes de manifestation et de manifestations d'opposition à la retraite, à la réforme des retraites qui vont changer. Est-ce que les gens vont s'arrêter? Je ne crois pas que c'est ce que disent les chiffres. Les sondages ne vont pas s'inverser. Enfin, quand moi je vois encore 3/4 des Français qui ne veulent pas de la retraite à 64 ans, je ne crois pas qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, ils veulent de la retraite à 64 ans. Donc, quand nous disions que la réforme des retraites allait empoisonner durablement le quinquennat d'Emmanuel Macron, nous sommes dans cette situation. Vous ne croyez pas que les Français sont un peu résignés? Que les Français sont quoi? Résignés. Il y a de quoi en fait. Évidemment qu'ils en ont marre et qu'ils voient qu'il y a une crise environnementale, que tout le monde flippe pour cet été et pour tous les étés qui suivront et même les hivers, et que c'est pas de ça dont on est en train de débattre. Ils voient que leurs droits sociaux sont battus en brèche. Et c'est pas vraiment ça dont on est en train de débattre. On est en train de débattre de procédure parce que le gouvernement fait tout pour nous éloigner du fond. Parce que sur le fond, ils sont mal à l'aise. Donc oui, je pense qu'ils sont résignés, je pense pas. Atterrés, oui. Alors ça prend différentes formes selon l'état des gens, là où ils en sont dans leur parcours. Mais quand vous voyez le nombre qu'on est encore aujourd'hui, certes, c'est pas le pic de toutes les manifs du monde, mais 1 mois après la dernière, 5 mois après le début du combat, on n'a jamais vu ça dans ce pays, d'être autant 5 mois après le début d'un combat et autant de semaines après le vote de la loi. Donc on voit bien que voter, forcer, tordre les bras, promulguer dans la nuit, ça ne rend pas cette réforme plus désirable et plus acceptable. Donc voilà, une loi peut être légale sans être légitime, on le dit depuis le début, nous y sommes. Et le combat, peut-être qu'on n'est pas proche du début, ça c'est certain, mais je pense qu'on n'est pas non plus proche de la fin. Une dernière question et puis après chacun répondra aux médias. C'est terminé, monsieur Faure? Qu'est-ce qui est terminé? Mais vous savez qu'aujourd'hui, notamment, il y a des enseignants, des salariés qui ont reçu, en fait, qui ont obtenu son salaire pour les jours de grève qu'ils ont effectués. On sait bien que le pouvoir d'achat est aujourd'hui largement menacé et que c'est un puissant facteur aussi de démobilisation parce que les gens, quand ils voient que la loi a été promulguée, que le président promulgue les décrets dans le week-end, dépêche de le faire dans la manifestation et qu'on a 300, 400 € de moins sur sa feuille de paye, forcément ça pèse. Et c'est même d'une indécence assez incroyable que de chercher par tout moyen à plier la volonté des gens. Alors on peut le croire, on peut penser que parce que la participation est moins forte, l'adhésion augmenterait. La réalité, chacun la connaît ici. Rien n'a changé. Les Français sont toujours aussi convaincus de la toxicité de cette loi. Et je le répète, ils le feront savoir. Ils se sont toujours fait entendre jusque-là, quelles que soient les échéances. Ne croyez pas que les Français soient un peuple qui se résigne, un peuple qui démissionne. C'est un peuple qui sait se faire entendre. Quand ils n'y arrivent pas par une porte, ils le font par une autre. Et donc là, il y a d'autres rendez-vous qui viendront. Des rendez-vous notamment démocratiques. Et je le répète, chaque rendez-vous sera bon à prendre pour signifier au chef de l'État qu'il n'est pas légitime à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et donc, tout ce qu'il pense avoir engrangé aujourd'hui, c'est toujours facile de passer du courrier d'une séquence à une autre et d'entraîner le monde médiatique et politique d'un sujet à l'autre. Un jour le logement, le lendemain le RSA, le surlendemain la question du logement, des migrants, etc. On peut toujours trouver un sujet supplémentaire. Vous remarquerez qu'on trouve des tas de sujets, qu'aucun n'est résolu, que c'est même à chaque fois des réponses qui sont ou floues ou incomplètes ou même juste indécentes et frôlant le ridicule, mais ça permet d'animer le débat, de faire passer à autre chose, etc. Et puis il y a aussi les congés qui arrivent, la fin de la période scolaire, des gens qui s'apprêtent à économiser pour pouvoir partir en vacances, emmener leurs enfants. Et je ne parle pas de gens qui vont faire le tour du monde, je parle de gens qui vont simplement aller au camping à 500 km de chez eux. Donc voilà ce qui pèse aujourd'hui sur la mobilisation. Mais la réalité, c'est que rien n'a changé. Et je peux vous dire une chose, c'est que tous les gens qui sont ici, ils en prennent l'engagement devant vous et devant les Français. C'est qu'ils ne lâcheront jamais ce combat-là. Le combat pour les retraites, ça n'est pas un combat anecdotique. C'est le combat, puisqu'on en est à parler de décivilisation avec le chef de l'État. Reculer l'âge de la retraite,
c'est effectivement faire reculer ce qu'a été l'œuvre de civilisation du Conseil national de la résistance dans l'après-guerre, de permettre enfin aux femmes et aux hommes de ce pays de trouver un repos auquel ils ont effectivement droit et qu'ils ont bien mérité. Donc il y a là effectivement un sujet, et si on veut faire civilisation ensemble, le mieux c'est de respecter tout ce qui a été conquis par les uns et par les autres. Et donc nous n'arrêterons pas, nous ne lâcherons pas, et nous y reviendrons, et le plus tôt sera le mieux.